Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop. Cette semaine, nous sommes à Paris et nous allons vous parler du don d'organes sur Internet entre particuliers. Vox Pop a enquêté en Angleterre sur le don du rein, de l'offre généreuse, altruiste, jusqu'au marché noir. Vous allez découvrir qu'un rein peut se monnayer jusqu'à 100 000 euros. J'ai reçu d'étranges messages de gens de différents pays qui proposaient de donner leur rein, mais sans doute en échange de quelque chose. Donner un rein, ce n'est pas rien. Il y a 10 ans, l'acteur et réalisateur Richard Berry a offert un rein à sa sœur. Moi, j'ai été élevé dans cette culture. J'ai vu ma mère donner son rein, j'avais, je crois, 18 ans. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a paru naturel et normal. Mais avant notre dossier, direction l'Irlande, où notre correspondant va nous montrer comment les Irlandais organisent la désobéissance civile contre le prix de l'eau du robinet. C'est à toi, Jason. Bonjour Vox Pop, je suis à Dublin aujourd'hui et je vais vous raconter comment une nouvelle taxe sur l'eau a déclenché la colère des Irlandais. Jamais depuis des décennies, les rues de Dublin n'avaient vu autant de manifestants. En cause, les factures d'eau, devenues obligatoires pour chaque ménage. Jusqu'alors, et c'était une exception en Europe, l'eau était gratuite. Cette mesure est la dernière en date du plan de rigueur décidé depuis 4 ans par le gouvernement. Contre l'austérité, de nouveaux leaders ont émergé, comme Paul Murphy. Pour ce député nouvellement élu à l'Assemblée, la facture d'eau est la taxe de trop. L'eau n'est pas la pire mesure de la politique d'austérité. Et toutes les personnes qui se sont engagées dans le mouvement vous le diront. La différence, c'est que, sur ce problème, les gens ont senti qu'ils avaient le pouvoir de se battre. Parce que c'est très simple, ils veulent votre argent pour payer la facture d'eau, vous pouvez refuser de le donner. Vous n'avez pas besoin de vous adresser à votre syndicat, vous pouvez vous organiser localement, entre vous. Dans ce quartier résidentiel au nord de Dublin, des citoyens ordinaires ont créé une communauté de quartier pour lutter contre cette taxe sur l'eau. C'est le cas de Sandra. Cette mère de famille n'avait jusqu'alors jamais participé à un mouvement politique. Il y a quelques jours, elle a reçu sa première facture de 64 €. Pour les 12 mois à venir, elle devrait en principe s'acquitter de 260 €. Un tarif unique pour toutes les familles irlandaises et beaucoup trop élevé pour cette mère de 3 enfants. Je ne peux vraiment pas me permettre de payer une autre taxe. Mon mari travaille et tout ce qu'il gagne est utilisé pour payer les factures et la nourriture. Et c'est tout. Nous ne sortons pas, nous n'avons pas de vie sociale, on paye notre crédit sur la maison, on paye nos factures et nos enfants sont contents. Comme 70% des Irlandais, Sandra refuse de payer. Je ne veux pas payer, je n'en ai pas besoin. Un geste symbolique, repris par des milliers de familles. Mais ces nouveaux militants vont parfois plus loin. Comme Alan. Il est venu ce matin chez Sandra avec le butin du jour. Ceci est un compteur d'eau. De nombreuses personnes qui sont contre la facture d'eau le retirent de leur maison. À terme, ils vont établir la facture en fonction du compteur et ça va tripler, voire quadrupler la facture. Cet hiver, des échauffourées ont même opposé des activistes aux forces de l'ordre venus escorter les installateurs de compteurs. Malgré quelques concessions, comme un moratoire sur les compteurs et un crédit de 100 € par ménage, le gouvernement s'accroche à sa mesure. Une nécessité contre la vétusté du réseau d'eau. Notre réseau de distribution est particulièrement vieux et dysfonctionnel. Et il y aurait beaucoup d'emplois à créer si on remplaçait le vieux réseau de distribution d'eau par un nouveau. Un système qui correspondrait aux besoins de l'industrie moderne et qui répondrait aux normes de santé publique. C'est une décision nécessaire qui aurait dû être prise 20 ans plus tôt. C'est la Troïka, composée du FMI, de la Commission européenne et de la BCE, qui a remis au goût du jour en 2011 ce projet en échange d'un prêt. Pour David Gibney, représentant d'un syndicat très mobilisé, derrière la facture se cacherait à terme
la privatisation. Quand la Troïka est arrivée au Portugal et en Grèce, la première chose qu'ils ont dite, c'est « Nous voulons que vous privatisiez votre réseau de distribution d'eau ». En Irlande, la première étape de ce plan est d'abord d'installer des compteurs pour pouvoir transformer l'eau en marchandise. Dans 20, 30 ou 40 ans, quand l'Irlande connaîtra une autre crise, le FMI, l'Union européenne et la BCE reviendront. Ils verront que l'eau permet d'occasionner une source de revenus et demanderont la privatisation. On n'aura plus le choix. Le gouvernement s'est engagé à ne pas privatiser le réseau d'eau. Les citoyens ont l'intention de maintenir la pression jusqu'aux prochaines élections au printemps. Ils souhaitent l'abandon pur et simple de la facture d'eau. Bonjour, hello Jason. Hello. Jason, si je comprends bien, l'eau du robinet est en fait, d'une certaine façon, gratuite en Irlande. La distribution d'eau est effectivement gratuite, ce qui est unique en Europe. En fait, elle n'est pas vraiment gratuite, dans la mesure où elle est payée par les différents impôts. Le député là que tu rencontres, Paul Murphy, dit que les gens se battent contre l'eau, mais que c'est un combat plus facile, et qu'en fait ils se battent pour d'autres mesures imposées par la Troïka. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, je pense que c'est très vrai. Les autres mesures qu'ils rejettent sont l'augmentation des impôts, les coupes budgétaires dans le service public, comme les aides aux enfants en difficulté, mais aussi les taxes sur la propriété. Parce que non seulement il n'y a pas de taxes sur l'eau, mais pas de taxes non plus sur la propriété. S'il n'y a pas eu de campagne contre ces nouvelles taxes sur la propriété, c'est parce que l'agence chargée de les récolter peut le faire, que les gens le veuillent ou non, ce qui n'est pas le cas pour l'eau. Merci beaucoup, Jason. Tu garderas ta cravate la prochaine fois ? Je ne voudrais pas te décevoir. À bientôt. Bye bye. Thank you very much. À suivre dans Vox Pop, les étranges dons du rein sur les réseaux sociaux et le témoignage de l'acteur Richard Berry qui a fait don du sien à sa sœur. Mon rein sur Facebook, c'est l'enquête de Vox Pop. Nous sommes à Paris, à l'hôpital Tenon. Ici, on soigne les maladies du rein, mais aussi on aimerait bien greffer plus souvent. Partout en Europe, la pénurie de donneurs de reins est chronique. Dans cet hôpital, 570 patients attendent d'être greffés et ils sont 10 000 dans le même cas en France. Donc là, on va aller voir dans une chambre une maman qui a offert son rein à son fils, hein, c'est ça? C'est ça, elle a été opérée en effet hier. Oui. Par vous, le chirurgien. Exactement. Et elle a accepté de nous parler. Et pour vous, faire ça, pour votre fils, ça représente quoi? Oui, pour moi, je n'ai même pas posé les questions. C'était naturel. C'était très important pour moi de sauver la vie de mon fils et pour le prolonger surtout. Prolonger, oui. Il était en danger. Oui. Et le rein, ça y est, il est livré où il fallait? Le rein, dès en fait, qu'il a été réimplanté, comme il fonctionnait bien, tout de suite, il s'est remis en fonction. Voilà. Tout de suite? Oui, tout de suite. Tout de suite, les fonctions reviennent. Oui. C'est magique un peu. Quand c'est dans cette situation-là, c'est un petit peu magique, oui, en effet. Oui, c'est la situation idéale entre une maman et son fils, c'est ça. Merci, bon rétablissement. Ce cas idéal est un peu l'exception. En Europe, 63 000 malades attendent une greffe de rein. Et faute de donneurs, ils sont condamnés à de longues séances de dialyse pour purifier leur sang. 3 heures d'immobilisation, 3 fois par semaine. Résultat, un marché parallèle commence à émerger sur Internet. Sur Facebook, il y a des gens qui proposent leur rein ou des gens qui demandent un rein. C'est une nouvelle pratique. En fait, c'est entre particuliers. Vous trouvez ça normal? Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas prêt, moi, à accepter ça parce que on n'est pas loin après de la dérive et du non-choix du donneur. C'est-à-dire que le donneur, il se trouve contraint, peut-être avec une pression financière énorme, et il se dit, bah, c'est le dernier moyen que j'ai, je vais donner un de mes organes. Oui. 4200 personnes qui meurent en Europe tous les ans, faute de greffe. Oui. Mais pour autant, je pense qu'on a aussi à développer et le don à partir de donneurs cadavériques et le don à partir de donneurs vivants. Avec le recul,
Le risque pour les donneurs est nul. Ils vont très bien, avec des reculs de 30 ans ou 40 ans. Et on a vu aussi que les résultats étaient meilleurs avec des donneurs vivants qu'avec des donneurs cadavériques. C'est-à-dire que le rein fonctionne tout de suite et va durer plus longtemps que le rein d'un donneur cadavérique. Pour un donneur vivant, on est en moyenne aux alentours de 17-18 ans, alors que pour un donneur cadavérique, la médiane de survie est d'environ 11 ans. Vous avez donné votre rein, vous? Non, pas encore. Vous êtes prêt? Oui, s'il y a quelqu'un de ma famille qui veut un rein, je le donne. Vous n'allez pas me dire le contraire, remarquez. Non, non, mais j'en ai parlé. Parce que le point important, c'est à froid, dans les familles, d'en parler. Avant. Lors d'un dîner de famille? Par exemple. Ça devrait être un sujet obligatoire en famille. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. On va aller voir nos correspondants à l'étranger parce que la réponse à cette pénurie de reins, elle est différente d'un pays à l'autre. À vous, les correspondants. Les Pays-Bas sont en avance pour les transplantations rénales entre personnes vivantes. Cela grâce à une législation adéquate, l'implication du gouvernement et un centre de greffe d'organes internationalement reconnu. L'année dernière, plus de 500 transplantations de reins de personnes vivantes ont eu lieu ici. Ces bons samaritains peuvent être des membres de la famille ou des amis, mais aussi de parfaits étrangers, des personnes que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est arrivé à Gerardo Kea, un malade qui a trouvé son donneur de rein sur Facebook. Suite à son annonce, il a reçu 64 propositions. Finalement, son donneur a été une femme, Sylvia, une mère célibataire de 2 enfants. Gerardo Kea tente maintenant de créer sa propre plateforme où malades et donneurs peuvent se rencontrer directement. Il affirme que cela pourrait être un moyen d'empêcher le trafic illégal d'organes. Ici en Espagne, les dons de reins entre personnes vivantes ont été multipliés par 7 ces 10 dernières années. En 2014, 420 personnes ont accepté d'offrir un rein, la plupart du temps à un membre de leur famille ou un proche. Ces dons représentent 15% de l'ensemble des greffes de reins. Mais le don anonyme est désormais possible sous le contrôle strict d'un office national de transplantation. Toutes les demandes doivent lui être directement adressées avant que ne commence une longue procédure. Menée à la fois par les services médicaux et judiciaires, l'enquête passe au crible la personnalité des donneurs comme des receveurs, leur motivation, évalue l'impact psychologique et physique de l'opération. Sur les 231 personnes qui ont proposé leur rein à un ou une inconnue, 16 seulement ont été acceptées et seulement 7 opérations ont été pratiquées en 4 ans. On trouve désormais des reins sur Internet. Alors, altruisme ou trafic? Lorraine de Fouché a enquêté au Royaume-Uni. Facebook. On y cherche de tout. Des amis, bien sûr, mais aussi des appartements ou des voitures. Au Royaume-Uni, désormais, les internautes y trouvent même des reins. Depuis 2007, les Britanniques peuvent recevoir un organe d'un inconnu, contrairement à la plupart des autres pays européens. C'est ainsi que les premières greffes Facebook en Europe ont eu lieu. Direction la banlieue de Londres, à la rencontre de Karen Brown, la première anglaise à avoir cherché son donneur sur Internet. En 2011, cette mère de 2 enfants est mise sous dialyse, ses 2 reins s'étant nécrosés. Un traitement très douloureux. Voici l'aiguille et, comme vous pouvez le voir, la taille est vraiment grande. Des piqûres tous les 2 jours et peu de chances d'obtenir un rein avant 4 ans. Elle décide de court-circuiter les 8000 autres patients inscrits sur la liste d'attente en cherchant elle-même son donneur sur Facebook. Je déclare la page Facebook ouverte. Que la recherche commence. Karen n'hésite pas à raconter son histoire, ses bras meurtris, les visages de ses enfants. Elle touche l'opinion anglaise et reçoit une vingtaine de propositions. J'ai reçu d'étranges messages de gens de différents pays qui proposaient de donner leurs reins, mais sans doute en échange de quelque chose. Mais aussi d'autres gens, de l'étranger toujours, et qui proposaient sincèrement de donner leurs reins. L'histoire de Karen a ému Gemma, qui lui a immédiatement proposé son rein. Jamais la jeune femme n'aurait fait un don anonyme. La loi a fait apparaître des donneurs d'un nouveau genre, comme elle, qui peuvent désormais choisir leur receveur, sur des critères plutôt affectifs que selon une urgence médicale. J'ai des doutes sur la manière dont les médecins choisissent les malades prioritaires.
et comment certains arrivent en haut de la liste. Moi, si je veux donner mon rein, je veux pouvoir choisir qu'il aille soit à quelqu'un qui va vivre 5 ans ou à un autre qui va vivre 15 ans. Pour convaincre les donneurs, les patients se lancent donc dans une course effrénée à l'émotion sur Facebook. T-shirts, chansons larmoyantes, photos d'hôpitaux, tout est bon pour obtenir un rein. Si vous ou quelqu'un de votre entourage peut nous aider, faites le test de compatibilité. La loi n'avait pas envisagé l'utilisation massive des réseaux sociaux, balbutiant à l'époque. L'autorité de contrôle, la Human Tissue Authority, qui examine les dons du rein entre vivants, a dû renforcer sa vigilance. Nous voulons nous assurer que les donneurs comprennent bien la procédure chirurgicale et les risques encourus. Ils ne sont pas forcés de donner leur rein. Ce doit être un acte volontaire et sans aucune récompense ni rémunération pour ce don d'organes. L'argent, c'est la face cachée des dons sur Facebook. Karen en a été témoin. Parmi ses donateurs potentiels, ce jeune Turc lui a par exemple proposé de vendre son rein. Une proposition sérieuse, dossier médical à l'appui. Je pense que les gens sont dans une situation financière critique. C'est ça la source du problème. Mais heureusement, les autorités savent gérer ce genre de situation. Ces propositions sont-elles rares? Nous avons créé un faux profil sur Facebook, en inventant l'histoire d'un frère à la recherche d'un rein pour sa sœur malade. En quelques heures, des dizaines de personnes nous ont répondu, plus ou moins sérieuses, jusqu'à se dénommer Baboubaï, qui se présente comme un courtier en organes. Pour 50 000 $, Baboubaï nous offre d'être testé en Inde et greffé à Colombo, au Sri Lanka, dans le plus grand hôpital public du pays. Cette filière, l'un des plus grands journalistes du Times, l'ancien patron du bureau Asie du Sud-Est, l'a remonté. Après une annonce postée sur Facebook, Robin Pagnamenta a rencontré un dealer de reins dans un hôtel à Bangalore. Ce gars nous a proposé d'être courtier en reins. En fait, il voulait nous faciliter la tâche au niveau de la paperasse, des voies légales. Il voulait nous réserver un hôtel, trouver un hôpital et l'urologue qui s'occuperait de l'opération. Prix moyen, 50 000 € pour un résultat parfois dramatique. Ces touristes de la greffe, le professeur Nadé Hakim, l'une des stars mondiales de la transplantation rénale, les a souvent retrouvés sur sa table d'opération à Londres. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de dégâts sur les patients qui revenaient d'une greffe à l'étranger, quel que soit le pays. J'ai vu de gros dégâts. Des ruptures de reins, des rejets de greffe car pas de compatibilité, des erreurs chirurgicales entraînant des fuites d'urine et même certains patients mourant lorsqu'ils rentraient à Londres. La possibilité, accordée par la loi, de mettre en relation donneurs et receveurs, un homme a cherché à en faire un business au Royaume-Uni. Il s'appelle Paul Dooley et il est américain. En 2006, il lance son site aux États-Unis, Matching Donors, avec une promesse simple: trouver un rein en 6 mois, là où la liste d'attente met 5 ans. Nous pourrions mettre en relation des gens qui ont besoin d'une greffe avec des gens qui veulent donner un organe. Des altruistes qui ne veulent pas gagner d'argent, mais qui se disent « Je suis là et je veux aider quelqu'un ». Mais derrière l'altruisme et l'émotion, l'inscription a un coût, 500 $ pour pouvoir consulter une liste de donneurs potentiels. En 2012, ce site s'installe au Royaume-Uni et affronte une levée de boucliers. Notamment de la part de Diane Franks, la fondatrice de l'association Donnez votre rein, un seul suffit. Pour cette ancienne donneuse, Matching Donors représente tout ce qu'elle déteste, à commencer par l'absence d'anonymat. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait le moindre lien affectif. Je voulais juste aider quelqu'un. Je me fichais de connaître son âge, son sexe, sa religion ou que sais-je. Juste la prochaine personne sur la liste d'attente. Je voulais aider. Savoir qui c'était, ça aurait créé un lien affectif. Et qu'est-ce qui se serait passé si je ne l'aimais pas? Ce qu'elle dénonce surtout, c'est l'argent que Matching Donors entend soutirer à des patients vulnérables et que le rein devienne un bien comme un autre. Diane s'est alors penchée sur la déclaration fiscale de Matching Donors. Avec cette découverte surprenante, la société présente tous ses revenus comme des donations et non comme ce qu'ils sont en réalité, des cotisations de ses membres.
Une astuce douteuse. On peut se poser la question, où va tout cet argent? Ils ont plus de 170 000 $. Ils ne sont certainement pas destinés à aider ni les receveurs, ni les donneurs. Nous avons essayé d'interroger Paul Doulet à ce sujet. Il n'a pas souhaité nous répondre. L'enquête de Diane a eu des conséquences. Non seulement le Royaume-Uni a interdit au site de faire payer l'inscription, mais la HTA a également alerté les chirurgiens anglais. Si des donneurs et des receveurs se présentent comme s'étant rencontrés par le biais d'un site comme celui-là, alors les chirurgiens ne donneront pas suite. En 2014, seulement 17 greffes de reins ont été facilitées par les réseaux sociaux. C'est encore peu. Mais le phénomène a eu un effet secondaire insolite. Sensibiliser les Britanniques au don du rein de son vivant, beaucoup plus efficace que le don post-mortem. Résultat, au Royaume-Uni, 1100 greffes de ce type ont été possibles en 2014, contre seulement 413 en France. Pour sauver son frère, sa sœur, sa mère ou son père, la loi française nous autorise à faire le don de notre rein. C'est le cas de l'acteur et réalisateur Richard Berry, à qui j'ai donné rendez-vous ici. Bonjour. Aujourd'hui militant pour le don du rein et président d'honneur de la Fondation du Rhin. Voici le cadre. Et on va se mettre face à face. Voilà, vous devez vous mettre en élan. Normalement, je dois pouvoir vous toucher. Vous êtes un peu loin, là. On se rapproche un peu comme ça. Richard Berry, vous avez donné il y a 10 ans votre rein, un de vos 2 reins, à votre sœur. C'était urgent, il y avait une urgence? Il y avait une urgence en ce qui la concerne parce que c'était elle avait eu une première fois bénéficié d'un don d'organes de ma mère qui a duré à peu près 33 ans, puis ce rein est entré en rejet chronique, donc il ne fonctionnait plus du tout. Donc elle avait plus de rein, donc ce qui fait qu'elle était en dialyse permanente quasiment. D'accord. Et donc la dialyse finissait par être extrêmement dangereuse pour le cœur. Cette décision, vous la prenez comment? Comment ça se passe? Ben moi, j'ai été élevé dans cette culture. J'ai vu ma mère donner son rein, j'avais, je crois, 18 ans. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a paru naturel et normal. Donc, enfin, j'ai même pas réfléchi. Je réfléchis beaucoup plus aujourd'hui, vu qu'on me sollicite souvent pour parler de ce problème. Pourquoi vous le referiez pas? Ah si, je le referais, mais je me suis posé moins de questions. Les questions, si vous voulez, j'ai commencé à me les poser à partir du moment où j'avais dit oui. Mais le médecin, à ce moment-là, il vous pose des questions. Enfin, il vous dit, est-ce que vous êtes vraiment d'accord? J'imagine on se pose la question des pressions familiales. Non, comment ça se passe, le processus? Oh, c'est très long. Il y a tout un protocole qui fait que d'abord, physiquement, on fait des analyses sur tout ce qui concerne votre corps. Et puis ensuite, on détermine si psychologiquement, vous êtes apte à supporter ce don d'organes. Et on vous avertit des conséquences, et bien évidemment, ne serait-ce que par rapport aux assurances, par exemple, ou certains employeurs, etc. etc. Ah ouais. Et on vérifie si vous êtes donc bien déterminé, selon votre libre arbitre, à donner un rein. Et ça aboutit d'ailleurs à un dernier ultime rendez-vous, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, au tribunal. Et ça, vous passez devant le juge, et il vous dit quoi, le juge? Il vous demande si vous êtes au courant que vous pouvez mourir. Si vous en acceptez, si vous acceptez les conséquences potentielles d'une telle intervention. On peut mourir de l'opération, de l'intervention ou de l'absence du deuxième rein? Non. On ne peut pas mourir de l'absence d'un deuxième rein. Mais en revanche, toute opération comporte un risque. Donc depuis 10 ans, elle vit bien? Pour l'instant, tout va très bien. Tout va très bien. Et vous, physiquement Pour l'instant aussi, tout va très bien. Ouais. Car j'ai demandé à l'époque, puisque j'avais bien compris qu'avec ma sœur, enfin, quand ma mère avait donné son rein, il y a maintenant, ça doit faire 43 ans, oui, à peu près. Ouais. Eh bien, le donneur n'était pas suivi. Et j'avais trouvé ça déplorable. Ah oui, parce que vu l'économie que ça fait à la sécurité sociale, hein, puisque... La dialyse. Bah oui, la dialyse et puis tous les médicaments, etc. etc. J'avais pas compris pourquoi le donneur n'était pas plus respecté. Et j'ai demandé au professeur Legendre, qui s'est occupé de tout le processus, de réfléchir à la question. Et il a instauré, depuis donc 10 ans, un suivi régulier du donneur tous les ans. D'accord. Et je vais y passer bientôt, là, d'ailleurs. D'accord. En Europe, il y a un chiffre, il y a 50 000 personnes qui ont demandé un rein.
qui attendent, qui ont ces problèmes rénaux. Et comme il manque de donneurs, c'est partout pareil, il y a 4100 personnes qui sont mortes l'année dernière, faute d'avoir trouvé. Oui, tous les ans, il y a des morts. Oui. Si vous voulez, en France, particulièrement, moi je parle de la France parce qu'on ne peut pas amalgamer avec l'Europe. Par exemple, en Europe, il y a des pays comme l'Espagne qui sont bien plus forts que nous sur le don d'organes. Ils sont très donneurs. Oui, très donneurs. C'est vrai qu'ils sont à 36 pour 1 million, alors que nous, on est à peu près à 28, et la moyenne européenne, c'est à 19 pour 1 million. Voilà. Oui. On est loin du compte en France, et par rapport aux États-Unis, n'en parlons pas. Mais ça vient du fait que la loi française est trop bien faite, dans le sens que chacun d'entre nous est donneur potentiel. Sauf que les gens ne savent pas ça. Oui. Donc, les gens, quand il s'agit de prélever un rein sur un cadavre, demandent l'autorisation à la famille, et vu l'état de la famille, l'état psychologique de la famille, au moment du décès de la personne concernée, les gens refusent. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il faut se manifester de son vivant. C'est ça. Il n'y a que 90 000 personnes qui ont dit « je ne veux pas donner ». Un sondage dit quoi? 80% des Français seraient d'accord pour donner qu'une fois mort, mais il y a un tiers des familles qui disent « ah non, je ne veux pas ». C'est ça. Voilà. Je pense que aujourd'hui, il faudrait faire savoir qu'on est un donneur potentiel, mais ne serait-ce que quand on vous remet votre carte vitale, par exemple. Oui. Que ce soit inscrit dans la carte vitale. Et de ce fait, on n'aurait pas besoin de demander à la famille. Oui. Pour revenir au don vivant, la famille peut donner, mais aussi un ami proche peut donner. C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Par contre, on ne peut pas donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Et pourquoi ça? Je pense que c'est pour éviter la commercialisation du don d'organes. C'est d'ailleurs le sujet de notre enquête. On a montré que sur Facebook, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « je veux un rein » et ils reçoivent un rein. Et en Belgique, ça a été refusé par les autorités, mais c'est en train de venir en Grande-Bretagne. On se pose la question d'ailleurs, pourquoi ne pas créer un marché? Je pense que ça peut être très très dangereux et on a vu bien souvent des conséquences assez dramatiques dans des cas où des gens ont donné des reins pour une somme d'argent dans des pays, dans des conditions d'hygiène relatives. Voilà. Et donc je pense que tout commerce, tout marché est susceptible à un moment donné d'engendrer des dérives. Je vous remercie. Merci beaucoup Richard Berry. Je vais vous laisser quelques instants. Mettez-vous au centre et vous parlez aux Européens. Ouais, les Européens, je ne les connais pas très bien tous. Je sais qu'en tous les cas, on pourrait dire bravo à l'Espagne, on pourrait dire que en Italie, il peut mieux faire. Les pays du Nord aussi, mais sont déjà un petit peu mieux que nous. Mais je pense que c'est la France qui est toujours un petit peu à la traîne. Et je dirais, j'ai envie de dire à la France, réveillez-vous, faites quelque chose afin de porter un petit peu plus haut les couleurs d'un pays qui me semble pourtant être très généreux. Voilà, soyez généreux, parlez-en autour de vous. La meilleure façon de lutter contre les trafics, c'est de parler du don d'organes. À l'époque où Richard Berry avait donné son rein, les dons avaient doublé à Paris. Vox Pop, c'est terminé pour aujourd'hui à la télévision, mais ça continue sur Internet. Vous retrouvez tous les contenus et même des informations complémentaires. Je vous embrasse les 507 millions d'Européens et Européennes. Et bien sûr, aujourd'hui, j'embrasse tous ceux qui ont le courage de donner leurs organes.